que nous avons instauré et bien évidemment sous le leadership du Premier ministre où régulièrement nous rendons compte de l'action du gouvernement. Avant que nous ne puissions passer la parole aux médias pour poser des questions spécifiques, je voudrais vous donner la parole pour qu'en quelques lignes vous puissiez nous brosser la situation générale de la province qui est sous votre charge. Comme ça, nous pourrons avoir des éléments pour avancer. Je rappelle que nous profitons du passage du gouverneur militaire à Kinshasa. Vous avez suivi il y a 2 jours, le président de la République a clôturé un séminaire destiné aux forces armées de la République démocratique du Congo qui portait sur la déontologie, l'éthique de militaire. C'est donc dans ces cadres-là que le gouverneur, comme beaucoup d'autres officiers qui sont affectés sur terrain, sont arrivés à Kinshasa. Et donc, monsieur le gouverneur, nous profitons pour vous soumettre à cet exercice que nous espérons pourra apporter plus de lumière dans la compréhension de la situation qui se passe en Ituri. Vous avez la parole. Merci, Excellence. Merci à tout le monde. De prime abord, je voudrais vous dire que nous avons été, n'est-ce pas, en Ituri, je pense le 10, et nous avions commencé à travailler le 11. Il s'agit là d'une opération militaire. Une opération militaire. Et donc, cette opération a été divisée en 3 phases. C'est-à-dire, nous sommes arrivés, nous devrions d'abord sécuriser la ville de Bunia, où il y avait une grande insécurité, où 2 semaines avant, on se promenait avec des cadavres, des têtes de morts, ouvrir les grands axes, récupérer les localités, les agglomérations, et nous installer en fait, et permettre à ce qu'il y ait accès, parce que nous n'avions pas d'accès sur la RN27 et sur la RN4, et faire revenir aussi rapidement les populations dans le territoire d'Irumu, où on venait, n'est-ce pas, de vivre des grands massacres. Et voilà. Nous sommes allés, donc nous avons repris ces localités, ces agglomérations. Nous avons ouvert les grands axes, en l'occurrence la RN27 et la RN4. Et la deuxième phase, et c'est là que nous sommes, c'était maintenant chasser, éloigner tous ces groupes armés de leur centre d'intérêt, les poursuivre en profondeur. Et vous allez remarquer que dans la deuxième phase, et c'est la phase qui est vraiment critique, parce que quand vous chassez, n'est-ce pas, ces hommes qui étaient habitués à rançonner, à extorquer, qui profitaient des mines, vous les chassez en profondeur, ils sont en errance, ils ne sont plus dans leur centre d'intérêt, et donc, ils commencent à faire quoi? Ils vont commencer à tuer. À tuer, pourquoi? Pour lancer un message. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus le profit auquel ils ont été habitués pendant plus de 20 ans. Parce que vous savez que cette guerre a commencé depuis plus de 20 ans. Et malheureusement, dans cette phase, nous demandons de la résilience. Non seulement de la résilience à nos militaires, parce qu'ils vivent des grandes choses, c'est une forte expérience, mais nous demandons aussi de la résilience à notre population. Nous demandons aussi l'union. Pourquoi? Parce que quand on tue, souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des divisions. C'est vrai. Il peut se passer que, comme ces derniers temps, vous avez vécu vous avez, n'est-ce pas, suivi ce qui s'est passé à Pluto. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Loloa. Mais ça, ce sont des signaux forts. Ce sont des signaux forts qui montrent que, effectivement, l'ennemi est en errance. Donc voilà pour le moment où nous sommes.
Voilà aussi les conséquences de cette deuxième phase. Mais je l'avais déjà expliqué. Et ce n'est pas la seule expérience que nous avons ici. Vous allez vous rappeler, nous avons des pays africains qui ont vécu cette même expérience. Et vous connaissez notamment le Mali. Et même quand vous parlez du terrorisme, quand il y a eu Bataclan, on a tué beaucoup de Français. Mais c'était des moments d'unité, d'union. Et donc, c'est difficile, c'est vrai, mais nous devons être ensemble aujourd'hui pour, n'est-ce pas, essayer de nous battre contre ces terroristes et contre ces Congolais qui ne veulent pas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, la Codeco, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, qui est un groupe armé congolais, c'est elle qui fait plus de massacres. Parce qu'ils connaissent le terrain, ils sont dans le territoire de Djougou, et ils ont cette facilité, n'est-ce pas, de s'éclipser, mais nous les poursuivons. Nous les poursuivons. Voilà un peu là où nous sommes aujourd'hui avec nos opérations. Donc nous sommes dans la deuxième phase. Voilà, monsieur le gouverneur, merci de vos mots introductifs. À présent, je vais me tourner du côté de nos amis de médias pour recueillir les premières questions. Le principe, mon général, questions-réponses. Nous voulons des questions simples et claires pour nous permettre d'être le plus clair possible dans les réponses. On va commencer par Innocent Lenga et puis ce sera Richard Chako. Merci beaucoup pour la parole. Mon général, la milice Codeco existe il y a plus de 3 ans en Ituri. À ce jour, combien sont-ils ces éléments de la Codeco? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qu'est-ce qui empêche à nos forces armées d'épilonner les positions de ces miliciens, étant donné que leur rayon d'action ou leur périmètre est bien connu? Et enfin, la troisième question, quelle est votre réaction par rapport au refus des habitants de Mambasa de recevoir l'implantation de la base de la MONUSCO? Merci. Je réponds directement. Vous répondez directement. Peut-être, mon général, je vous demanderai, pour des besoins d'être bien vu à la télé, de bouger votre béret et de les reporter plus tard. Non, peut-être que vous pouvez juste l'enlever. L'enlever? Très bien. Comme ça, on vous voit très bien. Voilà. Merci à nos amis de Merci. Combien ils sont? Nous avons, vous savez, ce sont des civils. Ils sont dans leur village. Le matin ou la nuit, ils se transforment en paisibles citoyens. Mais, d'après nos estimations, quand nous voyons la mobilité, nous voyons leur puissance de feu, nous estimons qu'ils peuvent être à plus ou moins 8 000, 10 000. Entre 8 000 et 10 000. Voilà. Alors, pilonner, c'est Codeco. Je crois que vous êtes informés. Vous êtes informés que nous avons des hélicoptères de combat, nous montons en puissance et que donc nous les engageons. Nous traitons beaucoup de cibles. La dernière fois, c'était aux environs de Moualou, à Déguéné plus précisément. Nous avions utilisé nos hélicoptères de combat et je peux dire qu'on avait quand même bien traité les cibles. Et donc, mais ce que vous devez savoir par ailleurs, que ces gens-là, ce sont des Congolais. Nous mettons beaucoup de pression, nous utilisons nos hélicoptères, nous utilisons nos armes d'appui, mais il y a aussi des règles, notamment l'utilisation disproportionnée des armes. Eux,
La Codeco, ils ont des AK-47. Ils peuvent avoir aussi des mitrailleuses. Et nous, parce que c'est une population, chaque fois que nous utilisons nos armes, nous devons toujours faire attention à certains principes. Donc nous ne pouvons pas continuellement utiliser n'importe quelle arme. Nous utilisons les armes, nous faisons la pression, et puis après, on essaie d'évaluer pour qu'on ne reproche pas plus tard d'avoir utilisé des armes, surtout que ce sont des Congolais, des armes disproportionnées. Alors, vous avez parlé du refus de la population. Peut-être pour revenir aussi à la deuxième question, nous avons aussi les règles d'engagement que nous devons suivre. Parce qu'à un certain moment, je vous ai dit, la journée, ils ne sont pas... souvent, ils ne sont pas... ils peuvent être des civils. Et donc, nous devons faire très attention. Quand nous les engageons, des fois, il n'y a pas une grande différence entre les civils et ces groupes armés. Et là, ce sont des règles d'engagement qui nous limitent. Vous savez, c'est très dur. Ils ont des armes, vous les engagez, vous les neutralisez. Quand ils sont morts, ils n'ont plus d'armes parce que certains de leurs collègues ont récupéré les armes. Ils deviennent des civils. Et vous devez vous expliquer. Tous les jours ici, moi je dois m'expliquer. Parce que sur le terrain, sur le théâtre des opérations, on retrouve des Congolais sans armes qui ont été neutralisés. Et c'est un sérieux problème. La troisième question, à Mambasa, moi je crois que c'est un problème de manipulation. Nous travaillons avec la MONUSCO. Évidemment, il y a des gens, certaines personnes qui ont des allégations, mais il faudrait bien les prouver. Alors, quand vous parlez à la paisible population, vous dites que voilà, nos amis, nos partenaires qui sont la MONUSCO, aident, n'est-ce pas, les groupes armés, et cette paisible population, cette population qui est vraiment dans des milieux reculés, mais elle peut y croire et avoir ce genre de réaction. Mais ça fait une année que moi je suis à Ituri, je n'ai pas encore vu la MONUSCO donner des armes, que ce soit aux ADF, que ce soit à la Codeco, et même à d'autres groupes armés. Et donc, peut-être que cela arrive parce que ça fait aussi plus de 20 ans qu'ils sont là. La population veut voir, je crois que c'est un problème de résultat. La population veut voir le résultat. Mais ce résultat-là, c'est un résultat d'une guerre qui a commencé depuis 20 ans. Mais c'est un résultat qu'on veut nous imposer pour cet état de siège qui a commencé il y a une année. Voilà. Voilà, donc, et aussi c'est sûrement ce qu'on appelle ici le fake news, c'est l'effet de cette intoxication, prendre des mauvaises formations, le relayer. C'est pour ça justement, monsieur le gouverneur, qu'il y a un besoin d'être régulièrement en contact avec les médias, donner l'information officielle pour éviter que des spéculations ne deviennent de vérité des paroles dites. Je pense aussi, sans vraiment vous paraphraser, mais que c'est la complexité de la situation en Ituri. Dans le Nord Kivu, on traite les menaces des ADF, des groupes armés qui y sont depuis autant d'années, mais l'autre essence du conflit en Ituri, le général y reviendra tout à l'heure, mais ces conflits communautaires. Il vous souviendra qu'en début des années 2000, il y a eu même une opération Artemis, et aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose que nous vivons, et donc il est difficile pour des situations comme ça d'avoir des cibles bien identifiées, armées, avec des armes, parce que parfois ils opèrent à l'arme blanche, et le plus souvent, lorsqu'ils attaquent, ils attaquent de cette manière. Et donc, toutes ces choses rendent la situation un peu plus complexe, mais cela ne nous exonère pas et ne nous fait pas perdre la foi et la détermination que nous avons, que nous réglerons
le problème d'une manière ou d'une autre. Prochaine question, Richard Chacon. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mon général, ça fait, comme vous l'avez dit, depuis une année que vous êtes à la tête de la province de l'Ituri. Je crois que le ministre, dans l'entame du point de presse, a dit la série de massacres que l'Ituri a enregistrés ces derniers temps. Comment vous expliquez l'activisme de la Codeco qui, avant, on ne parlait plus de la Codeco, on parlait plus des ADF, mais la Codeco qui a tué récemment plus de 60 personnes dans un camp de déplacés et encore 14 personnes toujours dans le territoire de Djougou. Comment vous comprenez cela? Deuxième question, nous avons appris que l'armée ougandaise voudrait se retirer, je crois, en 10 jours du territoire congolais. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez cette information? La dernière question, c'est le chef de l'État a annoncé la table ronde sur la sécurité à Ituri comme on que vous. Est-ce qu'on peut savoir quel est votre cahier des charges si vous participez à cette conférence par rapport au rétablissement de la paix dans votre province? Merci. Alors, je veux tout de suite, les générales pourra répondre, je veux tout de suite répondre à la deuxième question sur le retrait de troupes ougandaises. Je crois que vous voulez parler du tweet qui a été fait par le chef de l'armée, donc le fils du président Museveni. Il a fait 2 tweets. Dans un premier tweet, il a dit effectivement qu'il y avait les opérations suivant le calendrier et l'accord qui a été convenu devraient durer 6 mois. Il restait 2 semaines et que dans cet ordre-là, il pensait que les opérations pouvaient se terminer. Mais lui-même est revenu pour dire, voilà, que les opérations se termineront lorsque les 2 chefs d'État décideront. Parce qu'en réalité, il y a eu des raisons dont on a déjà longuement parlé ici, qui ont motivé les opérations militaires entre l'armée nationale, la nôtre, et l'armée ougandaise, dictées par une menace commune, celle des ADF qu'on devait combattre comme on combat le terrorisme partout, de manière conjointe et à synergie. Au bout des 6 mois, il y a eu certes des avancées, mais avant qu'on ait décidé de mettre fin à ce qui avait été convenu, je crois qu'il y a des réunions des états-majors, le général le dira mieux que moi, il y a des réunions des états-majors qui permettent d'évaluer la situation et les degrés d'évolution par rapport aux objectifs initiaux. Et en ce moment-là, on va estimer, les militaires vont dire, là, nous pouvons nous arrêter parce qu'il y a tant du côté ougandais que du côté congolais des points focaux. Ils vont faire rapport au commandant suprême des 2 États qui pourront se dire, bon, écoutez, là, nous pensons que nos armées peuvent s'arrêter là, ou nous pouvons décider que nos armées continuent. Et donc, pour l'instant, il est prématuré de dire si les choses se feront de cette manière-là, parce qu'il y a, à mon avis, les processus qui veulent que les états-majors se réunissent, qui veulent que les états-majors fassent rapport au commandant suprême et que ceux-là, à leur niveau, décident, parce que c'est finalement eux qui décident de l'engagement de l'armée, exactement comme il a dit dans son 2e tweet. Mon général, pour les autres questions. Oui. Vous voulez savoir pourquoi ces massacres en ce moment. Vous savez, ça fait une année, comme je disais, je le répète encore, que nous sommes là et nous avons observé une chose. C'est que chaque fois qu'il y a des enjeux, souvent quand il y a des enjeux, vous voyez qu'il y a encore monté un peu de massacre. Aujourd'hui, on parle de la table ronde, on parle des rencontres de Nairobi, et donc, c'est toujours, parce que vous savez, nous, en tant que militaires, dans la stratégie, on n'attaque pas n'importe comment. Le moment, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi est-ce que ces gens-là choisissent ce moment pour attaquer? C'est pour ça que moi je dis, c'est face aux enjeux. Ils ont un message à faire passer. Ils veulent peut-être dire, vous n'irez nulle part sans nous. Et qu'il faut nous intégrer dans vos discussions. Et que, si vous nous laissez à côté, nous pouvons faire davantage de mal. Donc, ça, c'est ce que moi j'ai observé. Mais de l'autre côté, je vous ai parlé des centres d'intérêt. Ces gens vivent en errance depuis un certain temps. Ils étaient, comme je disais, sur la nationale
Quand je parle de Djougou, je vois la nationale 27, RN 27, où ils extorquaient, où ils pillaient. Et maintenant, c'est très difficile. Parce que nous avons mis là-bas une grosse patrouille. Nous avons mis une grosse patrouille qui est permanente, de sorte qu'ils ne peuvent plus facilement accéder. Je parle là de Djougou, du territoire de Djougou, parce que la RN 27 passe au travers le territoire de Djougou. De l'autre côté, il y a eu aussi ce problème-là, où ils sont en train de se disputer la gestion des mines. Ça, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. À Pluto, ce que nous avons suivi, c'est que il y a un temps, cette mine appartenait à un monsieur Lendou, et qu'après, il a changé de propriétaire. Et que donc, c'était le groupe Zahir qui s'y était installé. Mais toujours, parce que ce groupe Zahir ne s'est pas installé il y a 2 ou 3 jours. Vous vous rappellerez, je crois, il y a 1 mois, 2 mois, il y a eu un commandant, je ne sais pas s'il faut parler qu'il a été un peu distrait, il y a eu ce groupe-là qui s'était même approché, le groupe Zahir qui s'était même approché de Mungwalu. Et la réaction a suivi, ces hommes-là sont rentrés à Pluto. Et ont continué à contrôler cette mine-là. Et voilà que les Codeco ou la Codeco est venue pour les enchasser. Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Ils sont arrivés la nuit, ils ont commencé à opérer à 3 heures du matin jusqu'au moins 5 ou 6 heures. Peut-être là où la question que la plupart des gens se posent, c'est que comment est-ce que ces gens-là pouvaient opérer? Comment est-ce que nos hommes n'ont pas pu intervenir? Non, c'est tout simplement parce que la nuit, vous intervenez, si vous n'avez pas ce qu'on appelle des night devices, vous ne pouvez pas voir, vous n'avez pas la vision de nuit, vous allez intervenir, vous allez causer encore davantage de morts. Je vous ai dit que ces gens-là, ils se connaissaient, ce sont les enfants du quartier, ils connaissent qui est qui. Mais nos hommes, c'est très difficile d'arriver la nuit et de commencer à traiter, n'est-ce pas, l'ennemi. Et donc, voilà pourquoi est-ce que nous avons eu autant de morts. Alors, vous avez parlé aussi du cahier de charges. Bon, ça c'est un vocabulaire que nous n'avons pas, nous en tant qu'armée. Nous avons, n'est-ce pas, nous dépendons, moi je suis au niveau opératif comme gouverneur, et donc ça, je pense que ce sont des choses, moi je vais transmettre ce que j'ai sur terrain, je crois que ce sont des choses qui sont traitées au niveau stratégique, notamment au niveau du chef d'état-major général et au niveau du ministère de la Défense. Et que donc, quand ils vont se voir, ils vont se retrouver, je ne sais pas moi, dans quelques jours, encore à Nairobi, je ne sais pas si ce sera toujours au même endroit, je crois qu'à ce moment-là, le ministère ou le chef d'état ou le représentant du chef d'état-major saura ce qu'il peut leur demander. Mais moi, à mon niveau, je ne peux pas parler comme ça du niveau stratégique. Voilà. Alors, sur la question du processus de Nairobi, bien évidemment, nous y reviendrons. On va donner la parole à Edmond Izouba, puis ce sera Madame Rachel Kitita. Monsieur le ministre, c'est Edmond Izouba, responsable du site d'information opinion-info.cd. Je voulais vous poser, je crois, 2 questions. Qu'en est-il de consultation entre appelons-les comme ça, les forces négatives et le gouvernement congolais qu'on parlait à Nairobi? Alors la deuxième question peut-être serait de savoir, il y a un forum qui se tient à Lubumbashi qui réunit tous les leaders katangais. Est-ce qu'il était-il nécessaire, ce forum, de se tenir aussi longtemps que le chef de l'État et la plupart des membres du gouvernement, je me rappelle le Premier ministre venait d'être là pour réconcilier le Katangais et le Luba.
mais aussi peut-être une question qui vous concerne particulièrement. Vous êtes d'un parent katangais. Pourquoi n'avez-vous pas fait les déplacements? Merci. Nous parlons des sécurités de l'armée, mais bon, parce que vous posez la question, je crois que d'abord il faut faire la démarcation entre les deux initiatives. Il y avait un problème dont nous avons parlé ici. Le président de la République s'est rendu au Katanga, à Lubumbashi, principalement pour présider les travaux de la grande table ronde qu'il avait initiée entre les 5 provinces du Grand Kasaï et les 4 provinces de l'ex-Katanga, pour voir comment on réglait des problèmes communautaires, des problèmes économiques et des problèmes de cohabitation, parce qu'il y a évidemment des problèmes qui ont été abordés. Ceci n'a rien à voir avec l'initiative qui est en cours, qui est une initiative, je pense, prise par le clergé au niveau de la province du Katanga, qui réunit les notabilités. Pour nous, tout ce qui est initiative qui conduit à la paix, c'est des initiatives qu'il faut soutenir. Je pense que Monseigneur Fulgence, qui est à la tête de cette initiative, durant le séjour du président de la République, et le président de la République l'a reçu pour discuter de toutes ces choses. Et donc nous pensons que tout ce qui nous permet d'arriver à la paix, c'est des choses, c'est des initiatives que nous devons soutenir. Pour ce qui concerne l'autre volet de votre question, moi j'ai un parent kassaïen et j'ai un parent katangais. Je me définis comme Congolais. Le plus important, ce n'est pas qu'on y soit physiquement, mais le plus important, c'est que partout en République démocratique du Congo, où les Congolais se trouvent dans leur diversité, que nous ayons la culture de la paix, du dialogue, et chaque fois qu'il y a des problèmes de communauté qui nous engagent, que nous soyons en mesure de les aborder dans la sérénité pour prévenir toute forme de violence. Et donc voilà, si je peux me permettre de répondre à cette question qui est digne d'Izouba. Bon, on connaît les styles. Mais pour revenir à votre question initiale, j'avais préparé un petit élément introductif. Je crois que c'est les discours du président de la République aux différents groupes armés pendant les consultations de Nairobi. Je souhaite que nous puissions suivre le président de la République et bien après, je pourrai aller en profondeur pour répondre à votre question. J'ai tenu à vous rencontrer lorsque j'étais à Nairobi, mais malheureusement pour des problèmes de logistique, notre rencontre n'a pas pu avoir lieu. Mais qu'à cela ne tienne, les représentants du pays que j'ai laissé sur place ont pris langue avec vous et m'ont donné de bonnes nouvelles par rapport à vos dispositions de vouloir vous mettre finalement en ordre avec la patrie. Je vous y encourage et je vous exhorte à cesser ces activités et vous garantis qu'il ne sera fait de mal à personne tant que vous accepterez la main tendue du gouvernement parce que vous êtes des compatriotes et que la République doit vous protéger. C'est pour ça que je vous exhorte à arrêter ces activités, à regarder dans la voie que je vous trace, celle du développement. Et cette voie, lorsque nous aurons atteint le développement, vous verrez que ce sera l'épanouissement de tout notre peuple. Tout le monde trouvera sa place et tout le monde sera heureux. Aujourd'hui, nous avons développé des politiques régionales. Et notre pays vient d'adhérer dans l'East African Communauté. Une communauté qui va être une communauté d'intérêt commun et qui visera le développement de nos pays respectifs. Aidez-moi à vous aider en quittant ce processus et vous verrez, vous serez entièrement satisfait de la reconversion qui vous attend à travers le processus de DDRCS. Voilà, ceci dit, je pense que c'est clair, ça répond à la première partie de la question. Donc le gouvernement, le président de la République l'a dit, main tendue pour ceux qui veulent s'inscrire dans la dynamique de la paix.
Ici, je dois rappeler, et tout le monde le sait sûrement, que la problématique de groupes armés est une problématique qui est antérieure à l'arrivée du président de la République à la tête de la République démocratique du Congo. Ça fait partie d'un héritage que nous assumons du fait de la continuité de l'État. Que ce soit pour ce qui concerne l'état de siège, que ce soit pour les consultations en cours ou d'autres mesures, l'objectif que nous recherchons, c'est la paix. Parce que 61 ans après l'indépendance, on ne peut pas continuer à nous entretuer alors que l'Afrique, le monde, attend de nous de réponses. Alors, vous avez suivi le 8 avril, il y a eu 2 conclaves en Nairobi. Le 8 avril, où le président de la République est parti, a posé sa signature sur les instruments qui permettent de formaliser l'adhésion à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et vous avez vu qu'à la suite de cette première réunion du 8 avril, il y a eu un conclave des chefs d'État le 21 avril qui a réuni les 5 chefs d'État de la sous-région. Et d'ailleurs, dans le 3e conclave qui arrive, on associera la présidente de la Tanzanie et le président Salva Kiir, que le président a visité récemment. Les chefs d'État ont convenu des 2 processus. Un processus politique qui a été piloté, vous avez vu, copiloté par les présidents de la République et les présidents kenyans, qui permet d'ouvrir cet espace des consultations avec les différents groupes armés. Ici, il n'est pas question, comme j'ai entendu dire, de négocier quoi que ce soit. Il n'y a pas de négociations. Il y a des consultations qui se font parce que c'est des compatriotes qu'il faut écouter. Ensuite, on voit comment on les verse, l'avenir qui les attend. C'est les processus de désarmement, démobilisation, réinsertion sociale et communautaire. Ça veut dire que ce n'est plus comme c'était par les passés, où lorsque vous êtes dans les groupes armés, on vous reverse dans l'armée nationale. Non, ici, c'est un processus qui vous permet de vous réinsérer dans la vie civile. Dans ces processus prévus, il y a un processus politique qui a commencé avec ces consultations, qui se poursuivent parce qu'il y a eu, pour des besoins logistiques, d'autres groupes qui n'ont pas pu se présenter à Nairobi. Je crois qu'il y aura un round qui les concerne. Mais au-delà de ce que vous avez vu qui se tiennent, au moment où je vous parle, il y a des contacts réguliers poussés, notamment au plan national, entre les équipes qui sont commises à ces tâches par le président de la République et les gouvernements et les représentants des différents groupes armés pour justement discuter des conditions des redditions et des cessations de leurs activités. Et donc, le moment venu, il est prévu qu'il y ait un autre conclave des chefs d'État qui fera l'avancée de ces processus politiques et tous ceux qui, à ces jours, seront réfractaires à ces processus subiront une foudre parce que vous avez suivi que les chefs d'État de la sous-région ont convenu de mutualiser les efforts pour mettre une fois pour toutes un terme à cette situation. Il ne faut pas oublier que notre adhésion à cette communauté permettra à cette communauté d'avoir un marché chez nous. Ce sera donc un élargissement et vous ne pouvez pas penser commercer, parler économie lorsqu'il subsiste encore de bruit des armes. Je pense que j'ai répondu à cette question. Je ne sais pas s'il y avait un autre aspect, mais je pense avoir couvert essentiellement la question que vous posiez. On va prendre Mme Rachel Kitita et puis on va reprendre Marlon Kachamou et Richard Chako. Moi, en général, il y aura une question en Swahili et une question en Lingala. Ah, excusez-moi. Marlon Kachamou et notre ami Marcelin, je pense. Marcelin de Télé 50. De Télé 50. Oh, bon, Patrice Boto, excusez-moi. Alain Lino Marcelli, voilà le nom. Voilà, il est revenu. Madame Kitita, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. J'aurais aussi 2 petites questions pour vous. Une question pour le gouverneur. Dans la série de 3. Rapidement, ça sera rapidement. Je vais quand même vous lire ce tweet-là, Monsieur le gouverneur. Les massacres récurrents commis en Ituri consacrent l'échec de l'état de siège et de la diplomatie régionale. Il faut un changement de stratégie et prévenir la répétition des atrocités par une profonde réforme du système de la sécurité et une coopération renforcée avec la brigade d'intervention signée Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Monsieur le gouverneur militaire, est-ce que vous partagez cet avis? Mais il y a aussi une opinion nationale qui pense que l'état de siège, c'est carrément un échec qu'il faudrait passer à autre mécanisme pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est. Une
toute petite question pour vous aussi, c'est que on vous voit très souvent dans des actions sociales plutôt que dans des actions de sécurité. Est-ce que c'est le cas? Monsieur le ministre, mon confrère Edmond parlait tout à l'heure du forum sur la sécurité, la réconciliation et l'unité des Katangais. Et juste après, c'est le colonel Edi Kapen qui critiquait sévèrement ce forum. Colonel, membre de l'armée, ex-colonel, on les situe où finalement, monsieur le ministre? Madame, s'il est toujours dans l'armée, l'armée c'est la discipline, alors que l'armée est censée être apolitique. La petite bête, y a-t-il une portée ne cherchez pas la polémique politique parce que derrière vous ces déclarations? Du docteur Mukwege, vous parlez du colonel Edi Kapan, vous voulez individualiser les sujets. Je ne veux pas aller dedans, mais aujourd'hui c'est les 17 mai. Ce sont des personnalités. C'est les 17 mai, c'est la date. Jadis, nous célébrons la libération des forces de l'AFDEL et nous savons tous quel rôle le colonel Edi Kapan a joué à cette époque. Peut-être témoin de l'histoire, il a voulu, je n'ai pas suivi toute sa communication, j'ai vu quelques tweets justement de vous, où il a abordé, il a donné ses avis sur ces sujets. Ici, madame, nous voulons parler de l'état de siège et nous considérons que quoi qu'il en soit, il n'y aura jamais d'unanimité totale autour de toute forme d'initiative et que le colonel a partagé ses opinions. Les autres ont les leurs et je pense qu'il faut donner une chance aux discussions qui se tiennent là-bas. Je vais terminer par la dernière question d'actualité. C'est dans moins d'un mois, puisque vous avez voulu répondre avant que je ne termine, excusez-moi s'il vous plaît, votre indulgence, la toute petite question, c'est dans moins de 2 mois que, sauf changement, le pape visitera la République démocratique du Congo. On en est où avec les préparatifs? Je souhaite que cette question me soit posée à la fin. Par vous ou par quelqu'un d'autre, j'y répondrai. La question, elle est déjà posée, donc c'est à vous de voir quand est-ce que vous Je vous répondrai à la fin pour permettre au général de ne pas perdre les fils des idées. Mon général, c'est dans cette ambiance que nous faisons la redevabilité. Ce n'est pas un exercice facile. Je comprends bien. Merci de vous y soumettre. Merci beaucoup. Vous savez, pour les grands responsables que nous sommes, c'est un mot peut-être très dur que je n'aurais pas voulu prononcer ici, c'est l'ultra-crépidarianisme. Oui. En français facile, monsieur le gouverneur. En français facile, cela signifie il faut vous informer souvent. Je ne sais pas s'il faut dire notre peuple périt par manque d'information ou parce que, en fait, les gens qui parlent, souvent, ils ne s'intéressent pas. Ils sont à un certain niveau, ils ne prennent pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a une journée ouverte des FARDC. Je voudrais vraiment voir, je vais poser la question, vous êtes des journalistes, demain, il faut demander combien d'intellectuels et combien de responsables étaient dans cette journée-là. On parle, c'est vrai, nous n'avons pas tout fait. Ça c'est vraiment, c'est vrai, on n'a pas tout fait. Mais est-ce que c'est un échec? Madame, aujourd'hui, si vous arrivez en Ituri, moi je vous dis que quand je suis arrivé à Bunia, 2 semaines avant, on se promenait avec des têtes de mort. Je suis sûr que le docteur, c'est un monsieur très respectable, je suis sûr qu'il ne le sait pas. Je suis parti, ma première sortie, je suis parti de Bunia pour arriver à l'hôpital, j'ai dépassé Marabo, pour arriver à l'hôpital de Niakoundé. Il n'y avait pas âme qui vive. J'ai trouvé un médecin. Et Dieu seul sait si un jour ce monsieur-là sera récompensé. Un médecin avec 3 vieilles malades à Niakoundé. Ça, ce sont des choses vécues. Vous pouvez aller le confirmer. Il n'y avait personne. Personne alors. Je suis arrivé jusqu'au territoire. On m'a amené, je crois, 30 bonnes dames de Kimbanguistes, parce qu'il faut que je les cite, qui venaient de Komanda.
c'est devant elle que j'ai tenu un meeting. Parce qu'en fait, je ne pouvais même pas tenir un meeting. Mais allez voir aujourd'hui, madame. Allez voir aujourd'hui. Il n'y avait que 2 véhicules incendiés sur la RN27 jusqu'à Commande. Allez voir aujourd'hui. J'étais sur la RN27, j'ai dépassé Iga Barrière. J'ai trouvé 200 véhicules bloqués. Avec mon équipe, nous avons ouvert la RN27. Tout ce que vous entendez là-bas, Kobu, Bambou, Mungwalu. À Mungwalu, il y avait un peu de vie. Mais Kobu, c'était le sanctuaire de Codeco. Aujourd'hui, ils n'y sont plus. Bambou, Nyangaray, tous les environs là-bas, c'était Codeco. Ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus. Je vous ai dit qu'ils ont été chassés. Ils sont en profondeur. La dernière opération qu'ils ont menée, par exemple, je parle des ADF, c'était vers la rivière Ituri. Ils ont brûlé, je crois, ils ont incendié des véhicules, ils ont brûlé quelques maisons. Ils étaient combien? 6. Je vous ai parlé d'un exemple ici. Je vous ai parlé du Bataclan. Si vous vous rappelez bien, il y avait combien de commandos dans cette salle? 6 ou 5, je pense. Et il y a eu 80 morts. Devrions-nous dire que c'est parce qu'il y a eu autant de morts que l'état de siège a échoué? Aux États-Unis, les commandos, là, combien ont fait tomber les 2 tours? Il y a eu combien de morts? Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas tellement s'affairer. C'est vrai, ça fait mal. Mais nous devons être forts. Nous devons être forts et unis. Vous ne verrez jamais les autres peuples dire que non, voilà, vous savez. Oui, c'est un moment de réflexion. Oui, c'est un moment où on doit chercher la réponse à donner. Oui, c'est un moment où on peut donner des conseils. Mais parler de l'échec, madame, je ne sais pas. Je les laisse, n'est-ce pas, dans leur propre appréciation. Mais pour une guerre qui dure 20 ans, nous avons encore besoin du temps. C'est vrai, il y a des souffrances atroces. C'est vrai, il y a des images. Parce que nous, on joue plus sur la perception. Et ça, j'ai toujours dit aux enfants de l'Ituri, je dis, mais pourquoi est-ce que tout le temps, ce sont des mauvaises images que vous envoyez au monde? Pourquoi vous le faites? Vous savez, l'information précède l'homme. Hein? Dans 20 ans, ces enfants-là, ils seront peut-être en paix, ou même dans 2 ou 3 ans. Ils seront en paix, et ces images-là vont les suivre. Ils vont poser la question à leurs parents. Papa, mais c'était quoi là? Je crois qu'à un certain moment, en tant que Congolais, et surtout au nom de tous ces militaires-là, tous ces militaires, vous ne pouvez, je l'ai dit la dernière fois, c'est vrai que nous avons aussi des problèmes, des petits problèmes ici, des gens qui vendaient. Effectivement, il y avait ce qu'on appelle, s'il y a aujourd'hui l'état de siège, c'est parce qu'il y avait des problèmes. L'autorité sur l'autorité de l'État. Et cela, même dans le commandement, il y avait des problèmes. Sinon, le commandant suprême n'allait pas organiser le séminaire que nous venons de suivre là-bas. Nous avions nos problèmes. Vous voyez, depuis que nous sommes là avec mon équipe, nous sommes en train d'arrêter tous ces officiers-là qui vendaient les armes, les munitions. Tous ces officiers-là qui s'amusaient, ou les militaires qui s'amusaient aussi à jouer aux coupeurs de route. Mais dire que nous avons échoué, je crois que c'est quand même dur. C'est trop fort. Nous avons besoin de l'accompagnement. Et si le docteur Mukwege pouvait m'entendre, il n'a pas une autre armée que celle que nous avons. Nous, les militaires, nous l'aimons beaucoup. Nous, les militaires, nous l'admirons. Mais nous, les militaires, nous lui demandons aussi de nous accompagner.